Allez, je fais l'appel. Donc, Alain Dichary, Jean-Marc Lard, Eva Belin, Pierre Pasquier, Nadine Duru, Jérôme Noble a donné pouvoir à Pierre Pasquier, Sandrine Coelho, Alain Callio, absent, Jean Baillet, Élise Flamand a donné pouvoir à Jean Baillet, Didier Herbert, Isabelle Casalis, Julien Fichot, Laurence Guterres, Gilles Pénoche, Vanessa Moller, Philippe Pourteau, Isabelle Aspeitia, absente, Jean-Marc Lespade, Alain Perret, Isabelle Nogaro a donné pouvoir à Marie Saint-Aubin, Nicolas Domé a donné pouvoir à Emmanuel Sobiette, Isabelle Dufaux est présente, Marc Mabillet, Anne Dupré a donné pouvoir à Isabelle Dufaux, Francis Dubert, Elisabeth Mounier, Christian Gonzalez, Marie Saint-Aubin, Aurélie Orduna est présente, Emmanuel Sobiette également, Antoine Robles et Bertrand Lataillade. Très bien, donc nous avons le quorum, nous pouvons donc démarrer nos travaux. On va demander, comme à chaque fois, à Julien Fichot d'assurer le secrétariat de cette séance. Alors bon, c'est un plaisir pour moi de présider ce dernier conseil communautaire de l'année, une année qui a été très riche, très dense. Nous avons ce soir de nombreuses délibérations, vous l'avez vu dans le dossier de préparation de ce conseil, donc préparez-vous à rester quelques minutes, voire quelques heures, concentrés, nous le saurons malgré le bruit ambiant. C'est donc un conseil, je pense, qui fera date au niveau de la vie de la communauté de communes, puisque ce soir, c'est la fin d'un long processus, celui de l'élaboration du PLUI. Et j'espère que donc ce soir, nous pourrons l'approuver, puisque nous avions, rappelez-vous, repousser l'organisation de ce PLUI, de ce vote de PLUI, puisque nous attendions le vote de l'approbation du document du SCOT Pays Basque-Seignan, ce qui a été le cas la semaine dernière. Et je remercie donc celles et ceux qui ont pu quand même se libérer ce soir, puisque au départ, notre conseil communautaire aurait dû avoir lieu hier. Voilà. Donc merci aux élus présents. Nous avons également le PLH à adopter, enfin approuvé à arrêter pour la première fois. Et puis on a aussi d'autres délibérations importantes sur le développement économique, sur le commerce. Donc on a, je le disais, un ordre du jour bien rempli. Alors merci d'ailleurs aux équipes de s'être mobilisées, parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais on a aussi beaucoup de malades au sein de la communauté de communes. Donc les quelques solides qui sont présents ce soir ont pu préparer le conseil et j'espère qu'il sera de qualité. Merci à vous, chers agents. Bienvenue au public, il est nombreux ce soir. Donc celui qui est dans la salle, que je salue. Donc on va vous demander bien évidemment d'écouter avec toute la neutralité nécessaire nos travaux, de ne pas intervenir, de ne pas manifester ni accord ni désaccord. C'est un petit peu la discipline qui sera demandée ce soir. Ceci étant dit, donc je vais démarrer par l'examen du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2025. Nous étions 25 présents, il y avait 5 pouvoirs, 3 absents et Julien Fichot était secrétaire de séance. Nous avions approuvé la séance du 17 septembre 2025 à l'unanimité. Nous avions revu la composition des commissions à l'unanimité. Nous avions autorisé des emprunts à la Caisse des dépôts et consignations à la majorité des présents, puisqu'il y avait 19 pour, 1 contre et 10 qui n'avaient pas souhaité prendre part au vote. La contractualisation d'une ligne de trésorerie auprès de la Caisse d'épargne à hauteur de 1 million avait été adoptée également à la majorité avec un vote contre. L'avance du budget principal au budget énergie renouvelable adopté à l'unanimité.
L'accompagnement à la consolidation de l'activité de la boulangerie de la commune de Saint-André-de-Seignanx, adopté à l'unanimité. Pour la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, l'acquisition amiable de parcelles auprès de la Satelle pour la ZAC de Norton-l'Hermitage, adopté à l'unanimité. Pour la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, toujours l'acquisition amiable de parcelles auprès de la Satelle pour la zone d'activité de sous-espèces, adopté à l'unanimité. L'avis sur le projet du 3e programme local de l'habitat pour la communauté de communes voisines de Max, adopté à l'unanimité. Le suivi pour l'animation d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat sur le territoire du Seignanx avec l'autorisation de signature de l'avenant numéro 2 au marché, adopté à l'unanimité. Pour l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, l'avenant numéro 1 avait été proposé et donc la convention signée avec l'ANA et l'État, adoptée à l'unanimité. Pour l'octroi d'une garantie d'emprunt pour l'opération Nogiro auprès de la Caisse des dépôts et consignations, adoptée à l'unanimité. Le soutien à la production de 10 logements sociaux pour l'opération Petit Pierre avec HSA à Saint-Martin-de-Seignanx, adopté à l'unanimité. Pour l'octroi d'une garantie d'emprunt, toujours avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'opération Petit Pierre de HSA à Saint-Martin-de-Seignanx, adopté également à l'unanimité. L'approbation du procès verbal de mise à disposition des bassins de protection contre les inondations sur la commune d'Obiodos et la communauté de communes du Seignanx avec le syndicat mixte Bazadour maritime, adopté à l'unanimité. Pour la commune de Saint-Martin, la convention pour l'alimentation basse tension des bâtiments agricoles au profit de SIDEC et d'Enedis, adopté à l'unanimité. Pour la commune de Tarnos, une même convention pour l'alimentation au profit du SIDEC et d'Enedis pour le transformateur de l'équipement aquatique à venir, adopté à la majorité avec 19 voix pour, un vote contre et 10 qui n'avaient pas souhaité prendre part au vote. Pour la construction d'une ligne électrique souterraine à Saint-Martin-de-Seignanx avec une convention de servitude avec Enedis, adoptée à l'unanimité. Pour la commune de Biodos, le rachat après préemption avec le PFL Land Foncier au bourg de la commune, adopté à l'unanimité. Pour l'aménagement de l'avenue Castin à Ondres sur un avenant de la convention de répartition, donc adopté à l'unanimité. Pour la présentation du rapport social unique 2024, adopté à l'unanimité. Pour l'adoption du plan de formation 2025-2025 du personnel, adopté également à l'unanimité. Des créations d'emplois permanents qui avaient été adoptées. La création d'emplois non permanents également adoptée. La modification du tableau des effectifs adopté également à l'unanimité. Il y avait une question en fin de séance pour laquelle nous avions apporté quelques réponses et la séance avait terminé à 20h45. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu? Des votes? Oui, une remarque, Monsieur Lataillade? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est pas une remarque, en fait, c'était pour vous demander, je voudrais faire une déclaration de soutien aux agriculteurs. Si vous m'autorisez à la faire, vous me dites quand. Voilà. On va le faire en fin de séance, on va se concentrer sur les travaux annoncés et puis on ira sur la fin avec cette déclaration. Donc je le soumets aux voix, ce compte rendu, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Vous avez eu quelques décisions de la présidente qui avaient été jointes au Conseil. Donc je les passe puisqu'elles ne donnent pas lieu à vote. Et j'en arrive à la première délibération. Donc c'est par rapport à la composition des commissions. Rappelez-vous la fois dernière...
Monsieur Latayade nous avait indiqué qu'il ne souhaitait pas, sur la fin du mandat, participer à la commission culture. Et nous devions interroger Madame Auger, qui est la nouvelle élue au conseil municipal de Tarnos, qui siège depuis maintenant 2 réunions, si elle était d'accord pour rejoindre cette commission culture à sa place. Donc nous avons pris contact avec Madame Auger, qui est bien évidemment d'accord. Donc je ne sais pas s'il y aura beaucoup de commissions culture jusqu'à la fin du mandat. Une me souffle Elisabeth Monnier. Donc Madame Auger sera invitée à cette commission si vous me donnez la possibilité de le faire. Personne ne demande à voter à bulletin secret, je vérifie quand même, non. Donc je vous propose de voter à main levée pour que Madame Auger rejoigne la commission culture sur cette fin de mandat. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Deuxième délibération a trait à la modification des statuts du syndicat intercommunal de traitement et de collecte des ordures ménagères, le SITCOM, Côte-Sud-Landes. Lors du comité syndical du 9 octobre dernier, les délégués du syndicat, donc du SITCOM de Côte-Sud des Landes, ont adopté un projet de modification des statuts de ce syndicat. Cette modification des statuts avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était de préciser l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles, de faire évoluer les critères de calcul des contributions des adhérents pour tenir compte de la population DGF et non plus uniquement de la population de l'INSEE, afin d'intégrer une partie de la population touristique et de la totalité du tonnage des déchets produits sur le territoire et non pas uniquement les ordures ménagères comme c'était le cas jusqu'à présent. Un autre objectif était de moderniser et mettre à jour plusieurs éléments dans ces statuts, répondre à la demande des services de l'État au sujet de l'adhésion de la communauté de communes du Pays d'Orthe et d'Arrigan avec la dénomination des seules communes du Pays d'Orthe, préciser l'objet du syndicat, détailler les compétences obligatoires et optionnelles, les modalités de transfert des compétences et de retrait de la compétence optionnelle, les modalités relatives au vote et les contributions des adhérents avec la possibilité donc des retraits des membres. Nous avons eu une conférence des présidents le 4 juin 2025 qui nous a permis de travailler sur ces statuts. Aujourd'hui, donc, le conseil communautaire doit émettre un avis sur toute cette modification des statuts. Donc, c'est ce que je vous propose de faire ce soir. Vous avez eu les statuts qui ont été joints à l'envoi. Soulever que la plupart des demandes que nous avions formulées, les délégués qui siègent au niveau du SITCOM, je pense à Alain Perret, je pense à Pierre Pasquier, je pense à Jean-Marc Lard, Philippe Pourteau. Donc nos délégués ont plaidé, je pense, de faire évoluer les statuts et pour la plupart donc, des arguments qui ont été portés ont été entendus. Donc sur notamment le calcul de la contribution, ça va dans le sens que nous souhaitions. Sur d'autres sujets également, ça va dans le sens que nous souhaitons. On a un seul regret, c'est de ne pas avoir été entendu par rapport à la modification du nombre de délégués à siéger au sein de ce syndicat, parce que nous considérons que notre population ayant augmenté, le nombre de délégués titulaires, qui est au nombre de 4 avec 4 suppléants, ne correspond pas au nombre d'habitants et par rapport aux autres habitants des autres EPCI, on se considère un petit peu peu écouté. Donc, mis à part cet argument qui n'a pas été entendu, nous pouvons dire que ces statuts vont dans le bon sens. Donc, je vais ouvrir maintenant le débat, s'il y avait des prises de parole, des approbations, voilà. Donc, je vois Alain Perret, alors, je vais noter. Alain Perret, donc, Monsieur Latayade, Monsieur Lespade, je n'en vois pas d'autres. Alors, Monsieur Perret, il faut faire passer les micros pour qu'on s'entende. Il doit y en avoir plusieurs, peut-être. Il y en a un là. Ça marche. Bonsoir à tous.
À l'occasion de cette délibération, je souhaitais rappeler quand même que la contribution annuelle au Sitcom représente la dépense la plus importante de nos dépenses de fonctionnement, puisqu'à hauteur de plus de 5 millions d'euros, en augmentation de 40% depuis le début de ce mandat. Ça nous renvoie donc à la pertinence qui ont conduit à la mise en place d'une stratégie fiscale avec la division par 2 du taux de TOM et la création d'un taux de foncier bâti sur le PCI du Seignan. Une stratégie donc favorable aux locataires, aux personnes fragiles, aux personnes modestes, tout en permettant d'élargir la base fiscale de nos recettes. Si tel n'avait pas été le cas, nous aurions été obligés d'augmenter la TOM de 30% durant ce mandat, pour compenser cette hausse. Donc ces nouveaux statuts prennent en compte, vous l'avez dit Madame la Présidente, un calcul plus juste des contributions, avec la prise en compte de la population DGF et non plus INSEE comme auparavant, afin d'intégrer une partie de la surpopulation estivale, notamment sur certains EPCI au nord du Seignan, ce qui n'était pas le cas donc actuellement, et le tonnage ainsi que le tonnage de l'ensemble des déchets produits par territoire, et plus seulement les ordures ménagères qui sont en diminution permanente avec le tri effectué par nos concitoyens, puisque le volume de tri augmente régulièrement. Alors effectivement, toutes nos demandes n'ont pas été satisfaites malgré les différentes interventions, et je les en remercie pour leur implication. Pierre Pasquier, vous l'avez dit, Jean-Marc Lard, Philippe Pourteau, à plusieurs reprises. Notre vigilance et nos actions au sein du Sitcom vont continuer dans les années à venir, avec 2 points spécifiques. La nécessité donc d'une plus juste représentativité du Seignan basée légitimement sur la population de chaque territoire au sein du conseil syndical, puisque ce point n'a pas évolué depuis l'origine du syndicat malgré un vote du comité syndical du Sitcom. Et enfin, la prise en compte de la contribution de la communauté d'agglomération Pays Basque Adour pour le compte de la commune du Boucau au bénéfice de notre territoire, puisque la commune du Boucau pourra continuer à utiliser la déchetterie de Tarnos et avec donc la prise en compte de la déduction de cette contribution sur celle du Seignan. À relever quand même qu'après âpre négociation, j'allais dire, avec la CAPB, cette contribution passera de 190 000 euros environ à près de 380 000 euros à partir de l'année prochaine, donc ce qui n'est pas rien tout de même. Je vous remercie. Monsieur Lataillade ? Oui, le président du Sitcom était venu ici nous dire, c'était il y a 1 an et demi je pense, qu'il y avait un accord des adhérents pour faire évoluer les critères de calcul des contributions et qu'à partir de là, les autres points devraient bien se passer. Bon, c'est ce qui se passe visiblement puisqu'on nous présente aujourd'hui une évolution des statuts. Je suis ravi que M. Perret précise que c'est le premier poste de nos défenses avec plus de 5 millions d'euros et que ça a augmenté de 40% depuis 2020. Donc ma question elle est toute simple. Est-ce que les nouveaux critères de calcul des contributions vont nous faire payer plus, vont nous faire payer moins, vont nous faire payer pareil? Évidemment, s'il y a des évolutions réglementaires d'ici là, comme on en a eu par les années passées, ça peut changer, mais là, sur quelle trajectoire on est? Et je voudrais juste préciser aussi par rapport à ce que disait M. Perret, que ça a été favorable aux locataires. Pardon. Non, je vais me mélanger, je ne vais pas m'avancer, j'en reste là. Monsieur Lataillade, vous avez terminé? On dit que c'est favorable aux locataires, mais le propriétaire, il répercute la TOM qu'il paye sur les loyers qu'il fait payer. Donc c'est vite dit que c'est favorable aux locataires. Il y a de bonnes chances que le propriétaire répercute le prix de la TOM sur le loyer. Je connais beaucoup de propriétaires qui ne répercutent pas cette dépense auprès des locataires. C'est ce qu'ils vous disent. Ah ben, ils nous disent la vérité, j'imagine. Monsieur Lespade. Oui, merci Madame la Présidente. Je souscris pleinement aux propos de mon collègue Alain Perret qui, avec les collègues qui siègent au sein du Sitcom, je pense qu'ils ont bien plaidé. Et avec bien sûr la présidente de notre communauté de communes qui était également intervenue de manière très, très efficace et avec les résultats qui viennent d'être énoncés. En revanche,
je reste quand même insatisfait sur le volet représentativité de notre intercommunalité au sein de ce syndicat intercommunal. Je pense que nous n'avons pas été suffisamment entendus par nos collègues des autres intercommunalités. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai sur cette délibération. Alors je sais qu'Alain Perret va le faire, mais je réponds juste à Monsieur Lataillade. Je confirme que les locataires, notamment des résidences de logements locatifs sociaux, ont effectivement bénéficié de la division par deux de leur taxe d'enlèvement des ordures ménagères. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer de très nombreux et effectivement, il s'agit d'une moins-value qui a bénéficié bien évidemment à leur pouvoir d'achat. Très bien, donc bon, on a compris qu'avec le Sitcom, on allait rester mobilisé et puis bon, il y aura, je pense, un changement de gouvernance l'an prochain, donc ce sera l'occasion pour les nouveaux délégués de porter cette voix du Seignonx pour essayer d'avoir un nombre de titulaires plus représentatifs de notre population. Et par ailleurs, effectivement, sur la question de M. Lataillade, oui, nous sommes déjà gagnants par rapport à ce mode de calcul. On est gagnant de l'ordre de 60 000 € à peu près, et on le saura d'autant plus si on arrive à faire intégrer la dépense consentie par la ville du Boucau, enfin par la CAPB pour le compte de la ville du Boucau. Et là, donc, cette voie-là aussi, il faudra que nous la portions au niveau du Sitcom. Mais d'ores et déjà, nous sommes gagnants sur les nouveaux calculs pour la contribution. Je vais soumettre donc ces nouveaux statuts aux voix. Qui est contre? Je ne vois pas de contre. Qui s'abstient? Donc je vois 1, 2 abstentions. Comment? Pour les mêmes raisons. Je m'en doutais un peu, Jean-Marc. Et donc, c'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Délibération numéro 3. Nous restons dans des modifications de statut. Et là, c'est le syndicat mixte Rivière-Côte-Sud avec un changement. C'est très simple. C'est un changement simplement d'adresse du siège social, puisque le syndicat a déménagé et d'ores et déjà, je peux vous dire que les travaux ayant été achevés, même l'inauguration ayant été faite, je crois que Nadine Duru était présente pour le compte de la communauté de communes. Donc le siège a été transféré au 1 bis avenue du Pound de Bury à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Donc je vous demande d'approuver la modification des statuts du syndicat, le seul changement étant donc cette nouvelle adresse. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Alors, on arrive à un point important, donc je l'évoquais en préambule des travaux de ce conseil communautaire. Il s'agit du PLH. Donc, c'est un enjeu très important pour la communauté de communes, bien sûr, et pour les concitoyens, puisqu'il s'agit du logement. Le logement, vous connaissez les difficultés croissantes auxquelles sont confrontés les habitants du Seignonx pour se loger dans un contexte de crise profonde. Je pense qu'il n'y a pas un seul conseil communautaire où nous n'en parlons pas de cette crise profonde et durable que connaît l'ensemble du pays. C'est dans ce contexte-là que nous allons examiner ce soir donc l'arrêt du programme local de l'habitat. Un programme local de l'habitat avec une ambition forte et assumée, puisque nous avons eu de nombreuses réunions préalables à ce soir. Donc une ambition de production de 2100 logements, on va le marteler à plusieurs voix, 2100 logements, je le répète, d'ici 2031. 2100 logements avec donc une moyenne de 350 logements par an pour notre territoire du Seignonx. Je ne sais pas si vous mesurez bien l'effort qui va être donc consenti. C'est donc très volontariste pour essayer donc de répondre à cette crise du logement et de rattraper le retard qu'on a accumulé ces dernières années. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a traversé plusieurs crises, dont la crise sanitaire et des crises géopolitiques, et que donc le bâtiment a connu un arrêt et voire une petite reprise, mais en tous les cas n'a pas été
hauteur des objectifs qu'on s'était fixés. Ces 2100 logements, pour la moitié, ce seront des logements sociaux et donc des logements abordables. Là aussi, c'est un chiffre qui va être martelé pendant toute la présentation, avec sur ces 1050 logements, du logement locatif, du logement en accession sociale, dans une répartition qu'on va vous présenter. Donc ce logement, bien sûr, social, ça répond à une très grande majorité des demandes des ménages. On avait un conseil municipal hier soir, ce soir, c'est 500 ménages sur Tarnos, mais plus de 2600 sur le territoire du Seignan qui sont en attente d'un logement social. Donc c'est un enjeu important qu'il faut que nous sachions relever pour permettre aux jeunes, aux classes moyennes, aux primo-accédants, à tous les seniors également qui sont demandeurs de pouvoir accéder à du logement de qualité. Et c'est également un autre objectif du PLH que nous souhaitons avoir, c'est vraiment une évolution du modèle d'habiter pour permettre évidemment d'avoir du logement de qualité, accessible et qui puisse favoriser à la fois le vivre ensemble et le confort d'usage et la qualité. Donc pour ce faire, nous avons eu énormément de concertations avec l'ensemble des opérateurs, des communes bien sûr du territoire, des élus, des techniciens, pour arriver à cette présentation que nous allons faire à plusieurs voix, puisque nous allons vous présenter à la fois les grands objectifs, à la fois les 24 fiches actions qui résument bien la façon dont nous allons aller pour atteindre ces objectifs. Et donc, pour cela, nous avons mobilisé à la fois l'équipe de la communauté de communes, représentée ici par Mélanie Ducès, qui est à ma droite, et bien sûr notre vice-président Didier Herbert, vice-président à l'habitat et au logement, qui vont, à partir d'un petit diaporama, vous faire un résumé synthétique de ce que comprend ce 5e PLH, après quoi il y aura la présentation de la délibération qui va être soumise au vote, mais avant le vote, bien sûr, il y aura les réactions qui seront possibles dans la salle. Alors, Mélanie Ducès, Didier Herbert, vous êtes maintenant aux manettes pour vous présenter ce 5e PLH, dans les grandes lignes. Merci Madame la Présidente. Donc, nous avons tricoté le PLH 5e du nom grâce à l'appui d'une coopérative Place Pluralité et Conseil, ainsi que de l'agence d'urbanisme ODAP. Donc, ce PLH se compose de 3 parties qui étaient annexées à la délibération et à la convocation à ce présent conseil. D'abord un diagnostic, ensuite la définition d'orientation stratégique et comme on veut absolument qu'il soit opérationnel, ce programme local de l'habitat, 24 fiches actions qui seront déclinées en même temps que la présentation des orientations. Que nous dit ce diagnostic, sans trop de surprise mais avec plus de précision que ce dont on peut se douter, un territoire soumis à une triple pression, la pression de l'accueil de nouveaux habitants, la pression des marchés immobiliers et la pression d'un modèle de développement qui va être mis à l'épreuve, notamment avec la zéro artificialisation nette et la construction de la ville sur la ville. Donc nous commençons par la présentation du diagnostic qui a été réalisé pour ensuite passer aux solutions par rapport à ce diagnostic. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, quelques éléments relatifs au diagnostic sur ce 5e PLH. Donc effectivement, un territoire qui est sous forte tension de par effectivement la croissance démographique qui est très soutenue depuis quelques années, par l'accueil de 300 ménages par an supplémentaires sur le territoire. Une spécialisation sociale aussi qui est en cours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les profils des nouveaux arrivants qui s'installent sur le territoire, on a encore une variété qui est présente, mais effectivement, on commence à sentir les effets d'un décrochage aussi. Effectivement, il y a moins d'ouvriers que, par exemple, de cadres qui s'installent sur le territoire.
Un vieillissement effectivement aussi progressif de la population, qui n'est pas que local, hein, qui est national, mais qui s'exprime aussi sur notre territoire. Et donc effectivement, ce vieillissement qui est combiné à l'attractivité aussi de notre territoire pour les seniors, notamment plus aisés. Et donc effectivement, notre territoire du Seignance qui a une vocation résidentielle qui est affirmée et qui s'illustre au niveau des chiffres qui étaient présentés dans le diagnostic, et des difficultés d'accès au logement qui impactent de plein fouet la vitalité aussi économique du territoire, puisque effectivement, on l'a pas précisé, mais dans le cadre de ce diagnostic, il y a une enquête qui a été proposée auprès des habitants, mais aussi auprès des entreprises, et qu'effectivement, lors de l'interrogation des entreprises, 65% des entreprises interrogées ont estimé qu'effectivement, l'accès au logement était un facteur limitant dans le recrutement de leurs salariés. Donc effectivement, des difficultés qui touchent un peu tous les profils finalement, notamment les familles, de par l'effet des séparations familiales qui effectivement génèrent des besoins en logement plus importants, notamment sociaux et très sociaux. Le vieillissement qui là aussi engendre des besoins bien spécifiques pour permettre d'anticiper aussi cet accompagnement au grand âge. La question des logements saisonniers aussi qui a été étudiée, alors qu'il reste un besoin assez marginal sur le territoire du Seignance, puisqu'on estime à peu près une trentaine de places la nécessité de répondre aux besoins en logement des travailleurs saisonniers, ce qui au regard de d'autres territoires voisins est assez faible finalement. Des jeunes qui sont très confrontés aux difficultés d'accès au logement sur le territoire, et ce malgré les dispositifs qui sont en place sur le territoire. Et des situations de grande précarité aussi par rapport au logement qui s'expriment notamment à hauteur de 18% des demandes de logements locatifs sociaux qui sont émises par des personnes qui aujourd'hui sont sans logement ou hébergées chez des tiers. Donc on l'a dit tout à l'heure, un territoire qui est sous la pression des marchés immobiliers, avec effectivement la hausse de la demande qui a conduit année après année à une hausse rapide et continue des prix de l'immobilier depuis 10 ans. Une accession à la propriété qui aujourd'hui devient hors de portée d'à peu près 80% des familles. Une offre locative du parc privé qui est assez limitée et qui reste sélective et qui exclut, on estime aujourd'hui, à peu près 60% des familles monoparentales notamment. On l'a dit tout à l'heure, une explosion des demandes de logements sociaux ces dernières années, puisqu'en 5 ans, on a eu un taux d'augmentation de 20% des demandes de logements locatifs sociaux. Et on est sur un taux de pression, c'est-à-dire le rapport entre l'attribution et la demande qui est de 17,6. Donc on a un logement qui se libère et on a 17 demandes à peu près en face qui sont en concurrence, si je puis dire. Et une production effectivement de logements globalement, mais aussi de logements sociaux qui est restée en dessous des objectifs qu'on s'était fixés dans le 4e PLH, mais qui s'explique aussi du fait de la crise immobilière et de la hausse des coûts de construction qu'on a pu connaître ces dernières années des suites de l'épisode Covid. On l'a également dit tout à l'heure, un modèle de développement du territoire qui est aussi impacté, qui doit se renouveler à l'heure de la crise immobilière, avec une baisse de la construction qui est notable ces dernières années, mais aussi la nécessité de répondre aux obligations de la loi ZAN et de réduire la consommation foncière, ce qui induit et passe par une plus forte densification. Donc on est déjà sur un territoire qui est à l'œuvre sur ce sujet-là, puisqu'en quelques années, on a presque doublé les densités moyennes sur les opérations de logement collectif, notamment qui sont réalisées sur le territoire. Et enfin, la nécessité effectivement aujourd'hui de réfléchir plus sur la qualité d'habiter les logements, les résidences, les quartiers, plutôt que sur l'acte de construire pour construire coûte que coûte. Après le diagnostic, les orientations qui ont été définies et qui vous sont proposées dans ce premier projet de PLH 5e du nom, les orientations sont classées en 3 catégories. Transformer l'essai du PLUI, c'est-à-dire on s'est appuyé sur le fait qu'on établissait le PLUI pratiquement en même temps que le PLH, donc on a pu profiter, et les deux ont pu s'enrichir l'un l'autre sur les projets de développement de l'habitat et sa répartition sur le territoire. Deuxième orientation, celle de maîtriser le foncier, de produire du logement social pour tous
d'où l'objectif de 50% de logements sociaux, et d'optimiser également les parcs de logements existants sur l'allocation de l'existant, mais également sur la rénovation de l'existant, qui permet de remettre ces habitats sur le marché. Et enfin, s'organiser, se coordonner. On n'a pas fait un PLH pour se donner rendez-vous dans 6 ans et voir si on y est arrivé ou pas. Donc, on a prévu et co-construit des moyens de suivre, on le verra, hein, tous les 6 mois l'avancement des dossiers pour que collectivement, si ça coince, on trouve des solutions. Et si ça n'avance pas du tout, éventuellement changer notre fusil d'épaule sur certaines localisations ou sur certaines priorités entre les projets du PLH prochain et des suivants. Donc tout cela débouche sur 24 actions pour mettre en œuvre et animer le projet Habitat 2026-2031. En première orientation, un PLH volontaire. Équilibré et partagé par tous. Donc c'est une ambition de rattrapage des effets de la crise, chacun à sa mesure. Un PLH solidaire, c'est la régulation du développement de l'habitat avec l'objectif de produire 50% de logements sociaux. Petite parenthèse, sur le PLH 4, on n'a pas construit autant qu'on le souhaitait. Par contre, la répartition logement social, logement libre a été respectée. Donc c'est globalement qu'on a été en difficulté, pas uniquement sur le logement social. Et enfin, troisième orientation ou sous-orientation, un PLH favorable à la transition environnementale qui associe sobriété foncière et qualité urbaine. PLH volontaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez la courbe des constructions qui a atteint un pic en 2018 et 2019, et puis entre le Covid, l'inflation et l'augmentation des coûts des matériaux, on est descendu sur une production en dessous de celle qui a suivi la crise des subprimes en 2008. Donc on était passé à 147 logements par an en moyenne sur 2024 et 2025. L'étude démographique nous dit que sur les 6 prochaines années, il faudrait 1700 logements, 1200 résidences principales et 500 logements pour la fluidité du marché. Mais nous nous fixons un objectif de 2100 logements pour rattraper à hauteur de 2/3 le déficit du PLH précédent. Donc c'est véritablement une ambition importante et qui devrait, nous l'espérons, libérer le parcours locatif qui est complètement sclérosé aujourd'hui et permettre du jeune qui veut partir de la maison jusqu'à la personne âgée qui ne veut pas encore aller à l'EHPAD, lui permettre à toute cette population à avoir un parcours locatif, d'accession et d'évoluer suivant ses besoins et ses envies. PLH solidaire, la suivante. Non. Juste pour compléter, effectivement, donc c'est 2100 logements, donc c'est l'objectif du PLH 5. Vous avez là sous les yeux la répartition territoriale de ces objectifs par commune, où on retrouve le secteur 1 avec les communes de Taranos, André, Saint-Martin-de-Seignances et le secteur 2 avec les communes de l'intérieur. Donc on est sur une répartition du projet développement habitat de 87% sur le secteur 1 et de 13% sur le secteur 2. Cette répartition, elle tient compte bien évidemment et elle consolide l'organisation territoriale du territoire, à la fois en lien avec les questions de mobilité, de services, d'accès au commerce et d'emploi. Et surtout, elle se base sur, on le disait tout à l'heure, la question de l'opérationnalité de ce PLH5, puisque cette répartition territoriale s'appuie aussi sur l'identification aussi aujourd'hui précise des gisements fonciers qui porteront finalement la production de ce PLH5. Et donc cette répartition territoriale-là tient compte également de ce travail qui a été fait assez finement, commune par commune à l'échelle du territoire. Donc un PLH solidaire avec une ambition de régulation des développements de l'habitat avec le maintien de la part de logements sociaux à hauteur de 50%.
2100 logements, ça veut dire 1050 logements sociaux. Le taux de logement social dépend des communes. Certaines vont jusqu'à 60%. Et les communes de l'Est, nous dirons les plus petites, sont à 40%. Mais globalement, ça fera 50% grâce à la répartition que vous avez vue, 83-17. 630 logements locatifs sociaux, soit 60% de la production sociale. Et 420 logements en accession sociale, soit 40% de la production sociale du PLH5. Et si nous atteignons la production de logements tels qu'ils ont été analysés finement dans la préparation du PLH et dans le tableau qui vous a été montré dans la diapositive précédente, le Seignanx devrait passer d'un taux de 18% de logements sociaux aujourd'hui à un taux globalement de 24% en 2031. Et enfin, dernière orientation, un PLH favorable à la transition environnementale. Donc effectivement, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est comment est-ce qu'on associe sobriété foncière en lien aussi avec les obligations qui s'appliquent au territoire. Et comment on associe sobriété foncière et qualité urbaine des opérations pour travailler sur les questions de confort d'usage, de transition climatique, de qualité des espaces communs, de services de proximité. Et comment est-ce qu'on met tout ça en musique pour faire en sorte qu'on produise du logement de qualité sur le territoire du Seignanx. Produire du logement de qualité et le faire savoir, comme il est écrit des mesures prescriptives du PLUI, le Seignanx s'attachera à démultiplier les actions de pédagogie auprès de la diversité des acteurs, élus, instructeurs, opérateurs, mais aussi habitants. On s'en aperçoit ce soir qu'il y a un véritable besoin, mais il n'y a de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Deuxième grande sous-orientation, maîtriser le foncier, produire du logement social pour tous et optimiser les parcs de logements existants. Autour d'une politique foncière renforcée pour maîtriser les rythmes et les produits habitat, autour d'un soutien réaffirmé à une programmation sociale de l'habitat soucieuse de répondre à la diversité des besoins, notamment des publics les plus impactés, donc les plus fragiles, et retrouver la fluidité dans les parcours résidentiels. Et enfin, autour de la mobilisation et de la rénovation du parc existant pour contribuer pleinement à la satisfaction des besoins. Donc les actions qui sont définies dans le cadre du programme, du projet de programme d'action, donc effectivement autour de la politique foncière renforcée pour maîtriser les rythmes de produits habitat. Donc il y a notamment l'action numéro 1 qui est de mettre en place une cellule foncière qui permettrait effectivement, sur sollicitation des communes ou du bailleur social qui porte l'opération en lien avec la commune, de pouvoir se réunir et de travailler de manière partenariale sur les difficultés pour essayer de lever les difficultés à la fois techniques, financières, d'équilibre des opérations, et aussi pour réfléchir de manière commune sur la stratégie foncière la plus appropriée à mobiliser et sur les outils aussi à mettre en œuvre pour faire en sorte que l'opération puisse sortir et être livrée. L'action numéro 2, c'est rien ne fonctionne sans un petit peu d'argent, donc un budget foncier dédié à l'habitat. Aujourd'hui, dans le budget de la communauté des communes, 1 million est affecté aux acquisitions foncières qui servent à la fois au foncier économique, au foncier agricole et au foncier logement. Donc, l'idée est de fixer à 500 000 € la partie attribuée au logement, et ce montant peut être démultiplié, notamment grâce à l'appui de l'EPFL, pour arriver à maîtriser et acquérir du foncier dédié à l'habitat. L'action numéro 3, donc, qui concerne le cofinancement d'études, alors qu'on appelle flash, mais c'est des études de capacité et de faisabilité d'opération sur des fonciers qui peuvent être identifiés par les communes au départ, et qui permettraient effectivement ces études de pouvoir vérifier la faisabilité de l'opération et de pouvoir orienter aussi le projet d'acquisition foncière sur les fonciers identifiés.
Et enfin, l'action numéro 6, articuler le PLUI avec la stratégie foncière. Eh bien, il s'agit là d'ajuster les OAP au regard des blocages fonciers avérés. Puisqu'on peut réviser le PLUI, eh bien, s'il y a des zones où les OAP s'avèrent impossibles ou beaucoup plus délicates ou demandent un délai plus important pour maîtriser le foncier, par exemple, eh bien, cette cellule foncière notamment, ou un groupe de travail sur le PLUI permettra d'adapter le PLUI aux possibilités de logement qui sont les plus rapidement mobilisables. Si nous mettons en œuvre, vous voyez qu'à chaque fois, il y a un budget qui est attribué. Donc 20 000 € hors taxes par an si on doit modifier le PLUI régulièrement, l'amender régulièrement. Autre partie de la politique foncière renforcée, donc effectivement l'action 4, qui a vocation à réaliser une étude de prospective de stratégie foncière en vue du prochain PLH, du PLH d'après, où là l'idée effectivement dans le PLH 5, on a bien identifié les fonciers, les gisements fonciers qui seraient porteurs de la production de ce PLH 5, mais l'idée c'est d'anticiper sur le PLH d'après. Et donc de réaliser cette étude qui nous permettrait d'avoir un programme d'action foncière à l'échelle intercommunale et de pouvoir aussi guider les acquisitions et la réalisation des opérations en vue du PLH d'après. L'action 5, c'est encourager les acquisitions foncières stratégiques. La puissance publique n'est pas forcément obligée d'acheter tous les terrains sur une OAP. Par contre, être propriétaire de terrain et pouvoir rentrer dans le tour de table des négociations et du futur projet nous semble indispensable. Donc également pister les biens sans maître, des fonciers de taille plus réduite qui permettent l'accès à d'autres parcelles ou des parcelles enclavées, des jardins, etc. pour acquérir ce foncier stratégique sans y mettre des montants forcément extraordinaire. Et on revient sur la reconstitution du stock de ces réserves foncières, sur l'articulation avec le PLUI et ses modifications possibles tout au long des 6 prochaines années. Donc, autre orientation, donc le soutien réaffirmé à une programmation sociale ambitieuse. Donc, on l'a dit tout à l'heure, pour répondre aux besoins en logement des isolés, des couples ou des familles. L'idée donc de l'action 7, c'est donc de se fixer un objectif de 630 logements locatifs sociaux à produire à l'occasion du PLH 5, avec des orientations en termes de produits logement locatif social, donc de 33% de PLAI, donc qui est le logement locatif social le plus bas, enfin avec des niveaux de loyer les plus bas, 57% de PLUS et 10% de PLS pour effectivement aussi travailler sur la question de la mixité sociale à l'échelle des résidences et des quartiers. Donc là aussi avec un budget communautaire dédié au soutien direct aux opérations de logements locatifs sociaux qui est déjà à l'œuvre et donc à la fois sur des aides directes mais aussi sur des garanties d'emprunt selon les modalités qui sont fixées dans notre règlement d'intervention. Voilà, donc ça c'était le logement locatif social. Et l'action numéro 8 sur le soutien à la programmation en accession sociale, puisqu'on le disait tout à l'heure, beaucoup de ménages peuvent plus accéder à la propriété sur le territoire. Donc un objectif de 420 logements en accession sociale, avec là encore un soutien de ces opérations par des aides directes, mais aussi des garanties d'emprunt, notamment sur les opérations réalisées en bail réel solidaire. Et justement, on a déjà modifié pendant le PLH 4 2 fois le règlement d'intervention. Donc, on se réserve l'analyse de ce qui a pu être réalisé et des aides qui sont apportées pour éventuellement faire évoluer ce règlement d'intervention, éventuellement le moduler en fonction de types de projets qui nécessitent un accompagnement plus important et ceux dont l'équilibre économique peut se retrouver un peu plus facilement sans une intervention aussi appuyée de la communauté des communes.
Les actions relatives aux besoins en logement des jeunes. Donc l'action numéro 9 sur l'idée de finaliser la stratégie de développement de l'offre en résidence habitat jeune sur le territoire, parce que vous le savez tous, on a une résidence qui existe depuis plusieurs années sur le territoire, mais qui aujourd'hui est totalement saturée. Donc l'idée, ce serait effectivement de pouvoir créer des places supplémentaires habitat jeune à l'échelle du territoire. Et l'action numéro 10 en faveur du logement des jeunes, où là l'idée ce serait de consolider, voire de réactiver les partenariats avec les organismes de logements sociaux pour permettre de fluidifier aussi l'accès au logement social pour les jeunes et favoriser les sorties aussi des résidences habitat jeunes vers du logement autonome. Donc voilà, travailler sur la formalisation de ces engagements sur le sujet. Donc après les jeunes, allez savoir pourquoi c'est moi qui vous présente les actions pour les seniors. Action 12, développer l'offre de logements adaptés pour les personnes âgées ou en situation de handicap, avec 2 sous-objectifs. Impulser et suivre le montage et la réalisation d'au moins un projet d'habitat inclusif. Et d'autre part, réaliser une étude d'opportunité sur de nouvelles offres dédiées aux personnes âgées ou en situation de handicap. Est-ce qu'il faut sur le territoire un nouvel EHPAD, plutôt une résidence autonomie, plutôt de l'habitat inclusif? On a projeté de réaliser une étude d'opportunité pour savoir vers où s'orienter en fin de PLH 5, voire début de PLH 6. Et l'action 11, c'est poursuivre et suivre les réservations de logements pour les seniors et les personnes en situation de handicap dans le parc social, l'équivalent un petit peu de l'action 10 pour les jeunes. Pour les publics les plus fragiles, donc là c'est à la fois articuler le développement de nouvelles places d'insertion sur le territoire, de places d'hébergement en fait, et d'essayer aussi de fluidifier les sorties d'hébergement, puisqu'aujourd'hui on a des temps d'hébergement qui s'allongent dans les dispositifs qui sont gérés sur le territoire. Donc l'idée c'est de travailler des partenariats pour essayer de fluidifier tout ça et de faire en sorte que les ménages autonomes puissent accéder au logement locatif social. Quant aux gens du voyage, nous avons 3 zones, 3 aires. Donc nous sommes en règle avec nos obligations légales. Il s'agit de conforter les modalités de gestion de ces aires et d'étudier les besoins en sédentarisation des gens du voyage à l'échelle du Seniance. Donc lancer une étude sur les besoins de populations qui sont sur les aires ouvertes pratiquement à l'année et savoir s'il y a un véritable besoin de sédentarisation et sous quelle forme il pourrait être réalisé dans le PLH 6. Ah, très bien. Merci. Du coup, je passe après. Hop, voilà. Donc c'est aussi le PLH5, c'est la mobilisation et l'amélioration du parc de logements existants. Donc au sein du parc HLM, on a une obligation à partir du passage à 30 000 habitants d'engager une politique intercommunale d'accès et de gestion du parc social pour mieux répondre aux priorités du territoire. Donc un gros chantier qui va se lancer sur ce PLH5 et qui permettra effectivement à l'échelle du territoire d'harmoniser les pratiques et surtout de définir des objectifs de manière collective sur la question des demandes et des attributions. Au sein du parc privé, 3 actions. Poursuivre le soutien à la plateforme du service public de rénovation de l'habitat pour les propriétaires mais aussi pour les bailleurs et qu'ils puissent remettre sur le marché ou conserver sur le marché des logements qui soient décents et qui soient avec des étiquettes énergétiques qui ne pénalisent pas doublement leurs locataires. L'action numéro 17 qui est de développer, enfin d'essayer de capter dans le parc de logements privés aussi des logements et des propriétaires bailleurs solidaires qui pourraient effectivement mettre à disposition un logement auprès d'une association qui gère ce type de logement pour des personnes défavorisées et pour permettre là encore ces solutions de logement complémentaires à ce qui se fait déjà. Et enfin, évaluer l'opérationnalité et l'efficience des dispositifs de régulation du marché locatif en zone tendue. Les procédures de changement d'usage et les encadrements de loyers. Pour l'instant, c'est au point. Enfin, on ne peut pas se lancer là-dedans puisque ces dispositifs sont gelés, le temps de les évaluer et éventuellement de les faire évoluer. Et donc on attend impatiemment
les résultats de cette étude qui devrait nous arriver en fin de premier semestre 2026, sachant que ne sont éligibles aujourd'hui que trois communes, Tarnos, Saint-Martin et Saint-André, qui sont en zone tendue, et optionnellement, la commune d'Ondres pourrait se rajouter également. Donc la mobilisation du parc HLM et du parc privé aussi à travers l'action 19 sur favoriser la colocation intergénérationnelle. Donc ça, le travail s'organiserait notamment avec les CCAS et les CIAS pour la partie privée et la partie HLM d'ailleurs. Donc c'est comment on arrive à mobiliser et en tout cas à développer ce type de réponse. Donc on l'a dit, s'organiser et se coordonner pour que ce PLH qui a été déterminé assez finement pour arriver à suivre la réalisation des objectifs que nous nous fixons dans ce document. Donc, autour d'une gouvernance et une animation consolidée, notamment autour du couple commune et communauté de communes, autour de nouveaux modes de faire en mobilisant toutes les parties prenantes qui concourent à la réussite du projet, les habitants, les propriétaires, les entreprises et les promoteurs, et autour d'une contribution ajustée des communes au projet communautaire. Mettre en place Action 20, mettre en place un comité de suivi ou un comité de revue de projet semestriel du PLH 5 en lien avec les communes. Donc un tour des projets sur la base des 41 fonciers stratégiques qui ont été identifiés et qui sont censés produire les 2100 logements dans les 6 prochaines années pour partager les réussites et les difficultés, voir s'il y a des solutions ou des démarches à mettre en place, cerner ce qui relève d'un appui à projet, de ce qui mériterait d'être discuté, négocié à une échelle élargie, équilibrer plusieurs opérations, s'il y en a une qui est en déficit et l'autre en bénéfice, raisonner à l'échelle de plusieurs opérations et pas d'une seule, et donner un rythme au PLH. 6 mois en matière de construction et d'habitat, c'est très proche, très rapide, mais ça permet de ne pas perdre le rythme. On l'a dit tout à l'heure, 350 livraisons de logements par an, c'est très ambitieux, très important. Autre action aussi, c'est la mise en place effectivement d'un observatoire de l'habitat et du foncier qui est une obligation réglementaire pour suivre et observer l'évolution du marché aussi sur notre territoire et estimer aussi l'avancement des actions qui ont été décidées dans le cadre de ce futur PLH. Autre action, donc l'idée de promouvoir d'autres nouveaux modes de faire en mobilisant toutes les parties prenantes aux différents projets. Donc l'action 22 vous permettrait de renforcer le dialogue avec les promoteurs ou les aménageurs par le biais de rencontres régulières, de sollicitations aussi un peu plus systématiques des mairies, mais aussi des services urbanistes de la communauté de communes. Donc c'est travailler sur le dialogue avec ces promoteurs. L'action 23, animer une démarche de projet avec les entreprises du territoire en vue de créer du logement à destination des salariés en mobilité. On l'a dit dans le diagnostic, 2/3 des entreprises disent avoir des difficultés pour recruter du personnel parce que celui-ci n'arrive pas à se loger. 49% des entreprises interrogées qui représentent pratiquement 50% des employeurs sur le Seignan ont renoncé à embaucher au moins un salarié pour cette raison. Donc, l'idée, c'est de formaliser un partenariat avec Action Logement auquel cotisent toutes les entreprises de plus de 10 ou 50 10 salariés 50 Action Logement, 50 logements 50 salariés, mais qui permet de loger des salariés même d'entreprises plus petites. Donc, c'est formaliser une convention et animer une démarche de projet pour savoir les entreprises volontaires, les objectifs quantitatifs et la définition des publics cibles, notamment sur des salariés en mobilité ou qui viennent d'arriver sur un nouveau travail avant leur famille, etc. Donc, les entreprises sont volontaires pour participer, autant les accompagner. Et l'action 24, la dernière, mais pas la moins importante, soutenir les pratiques et outils d'association des habitants à la production de logements. On ne va pas apprendre aux communes à communiquer avec ses habitants,
mais partager ce qui marche plus ou moins bien sur chacune des communes, voire sur d'autres communes alentours, ça peut être intéressant de se mettre autour de la table et d'échanger. Et les communes qui le souhaiteraient pourraient aussi avoir un accompagnement sur la mise en place de ces outils. Alors tout ça ne serait rien ou pas grand-chose sans quelques subsides. Donc coût total sur 6 ans anticipé aujourd'hui, près de 11,5 millions d'euros pour la période 2026-2031. 9 700 en investissement et 1 700 000 en fonctionnement, une augmentation de près de 3,5 millions par rapport au PLH 4 qui se termine dans 2 semaines. 1,9 million par an, c'est-à-dire 144 € par ménage et par an, seront consacrés à la politique du logement de la communauté des communes sur les 6 prochaines années. Très bien pour la présentation à grands traits, mais quand même avec beaucoup de précision sur ce 5e PLH. On va donc présenter la délibération avant de soumettre tout cela à la discussion, aux échanges, aux questions, s'il y en avait. Donc Didier, sur la délibération. Donc, on a vu le titre définition, c'est ce qu'est le PLH. La délibération du 3 avril a engagé l'élaboration du 5e programme local de l'habitat. On a vu qu'il avait produit un diagnostic, des orientations et un programme d'action. Je n'y reviens pas. La note de présentation synthétique a été annexée à la présente délibération. Et on vous rappelle que l'adoption du PLH est régie par l'article L302.2 du Code de la construction et de l'habitation et est soumise à une procédure de validation. Aujourd'hui, c'est le premier temps, un premier arrêt du projet de PLH, objet de la présente délibération. Aussitôt après, en cas d'accord, une transmission du dossier de PLH aux communes, au SCOT, qui dispose d'un délai de 2 mois pour émettre un avis par délibération. Au vu des avis formulés, une nouvelle délibération devra être prise par le conseil communautaire pour arrêter le projet après ces premiers avis. Transmission de ce projet au représentant de l'État qui saisira pour avis le comité régional de l'hébergement et de l'habitat qui dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer. Et si l'État émet un avis favorable, le PLH est ensuite adopté définitivement, à nouveau par une délibération en conseil communautaire, puis il sera transmis aux personnes publiques associées. Donc, 6 à 8 mois avant de pouvoir arrêter définitivement le PLH pour les 6 prochaines années. Très bien. Donc, je donne la place maintenant aux échanges, au débat. Donc, Jean-Marc Lard qui veut réagir. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Aurélie Orduna, Bertrand Lataillade. Donc, attendez, Laurence Guterres, parce que je ne vais pas aussi vite que vous, moi. Eva Belin, Emmanuel Sobiette. Très bien, donc on va faire circuler le micro et c'est d'abord Jean-Marc Lard qui démarre. Oui, cette nouvelle édition du PLH, puisque on est quand même entraîné dans cette communauté des communes, c'est le 5e. Donc on est d'ailleurs 2 vice-présidents ici qui se sont succédés à la tête de cette commission. Bon, ce qu'on peut remarquer d'abord, c'est l'effort de tous. Bon, ça, je voulais le dire en tant qu'élu, bien sûr, mais en tant qu'administrateur d'un organisme social, un organisme HLM, c'est quand même un travail très important qui a été fait. Aujourd'hui, 1000 logements vont être créés, c'est très ambitieux, pour les personnes à revenus modestes sur notre territoire, on l'a dit, je ne vais pas répéter, au niveau de la répartition. 11,5 millions d'euros vont être donc réservés sur les 6 ans à venir, le temps de la durée de ce programme local d'habitat. Bon, là encore, on le sait tous ici, les gouvernements se sont suivis, les ministres du logement se suivent et aucune décision importante sont prises de toute façon par rapport aux plus défavorisés.
Je suis comme vous, je le déplore très fortement. C'est une des missions normalement régaliennes de l'État, comme est la politique d'ailleurs des personnes âgées. Et on pourrait faire un parallèle, hein, c'est-à-dire regardons un petit peu l'argent, et qui est nécessaire et indispensable que la communauté des communes met en subvention d'équilibre vers le CIAS aujourd'hui. C'est quand même un effort très très important et encore une fois qui est indispensable. Et là, ce sera la même chose, c'est-à-dire que si on veut faire du logement, si on veut accompagner dans les opérateurs sociaux à construire du logement HLM, on sera bien évidemment de les mettre, ces 11,5 millions. Au dernier conseil d'administration d'Habitation Atlantique, je faisais part effectivement de l'effort important de la communauté des communes du Seignance, puisqu'on est sur le même bassin de vie que la communauté d'agglomération Pays Basque. Ça a été d'ailleurs, l'effort a été salué. Voilà, donc c'est absolument nécessaire. On nous attend, je l'ai dit, mais les maires ici le savent très bien. On ne passe pas une journée sans qu'on voit des gens qui viennent nous solliciter pour du logement. Ça devient, alors les grosses communes avaient cette habitude, mais aujourd'hui c'est même les petites communes, on est sans arrêt sollicité. Merci. Aurélie Orduna. Bonsoir à tous. Merci Madame la Présidente. Je souhaitais déjà remercier les équipes là pour la clarté des propos. C'était très très clair pour moi. Je souhaitais saluer donc ce soir un aspect trop souvent oublié du travail partenarial et qui pourtant en fait souvent le succès. Et je voulais parler de la gouvernance. En effet, le PLH de ce soir comporte un aspect nouveau avec une troisième orientation stratégique dédiée, je cite, à l'organisation et à la coordination, une animation renforcée et la mobilisation de tous. Cette orientation comporte une palette d'outils qui ont été bien expliqués, une ligne budgétaire pour acquérir du foncier, une cellule foncière pour étudier l'opérationnalité des projets, la capacité de cofinancer des études de capacité et de faisabilité, les fameuses études flash, là aussi avec un budget dédié. En parallèle, des comités de suivi et revues de projets semestriels seront mis en place pour partager les réussites, mais aussi lever les nombreux freins qui peuvent survenir lors d'un projet de construction ou bien de réhabilitation. Ce travail partenarial permettra d'avancer de concert, de s'entourer des expertises et de mobiliser l'ingénierie nécessaire. Lors des différents temps de travail sur la construction de ce PLH, engagé depuis 2024, les nombreux et divers acteurs autour de la table se sont exprimés en faveur d'un tel dispositif. C'est à mon sens un facteur de réussite qui devrait concourir à la concrétisation des projets. Cette nouvelle façon de faire devra nous permettre de rattraper notre retard et de faire sortir les projets de terre de façon à répondre à la préoccupante crise du logement qui éloigne de plus en plus les actifs et les jeunes ménages de notre territoire, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, à l'instant. Je vous remercie. Bertrand Lataillade. Oui, comme vous l'avez rappelé, donc, la crise du logement, on en parle très régulièrement et elle est sans précédent. Alors elle est sans précédent au niveau national, mais elle est encore plus forte sur la côte atlantique, là, de Hendaye à La Rochelle, pour faire simple. C'est plus qu'une crise. Tout ce qu'on peut lire là sur ce PH, mais comme ça a été dit, il y en a eu plusieurs avant, donc tout ce qu'on peut lire, ça va dans le bon sens. Moi, m'attacherai à regarder ce qui manque. Donc évidemment, les mots de résidence secondaire, je ne les ai pas vus apparaître, logement vacant non plus. Un autre point, là, ça vient d'être dit par notre collègue, que notre communauté de communes est sur le bassin de vie de l'agglomération Pays Basque. Il se trouve que sur cette agglomération, ils ont une association, mais qui ne traverse pas la Dour, mais qui aide beaucoup les locataires. Donc je parle bien sûr d'Alda, qui fait la chasse aux baux frauduleux, aux baux mobilité frauduleux. C'est un service qui devrait être fait par la gendarmerie, clairement. Mais qui n'est pas fait. Là, il y a une association qui le fait pour la partie 64. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on réfléchisse, nous aussi, à avoir un numéro de téléphone qu'on puisse appeler pour savoir si le bail qui a été signé par les habitants du Seignan est réglo, pas réglo, si on peut les aider, comme le fait Alda finalement, c'est juste de l'accompagnement qu'ils font. Sur les fiches actions, alors il y en a beaucoup, je ne veux pas faire de procès d'intention, et la dernière fois qu'on nous a présenté des fiches actions, c'était pour le PCAET et ça a été voté.
Et depuis, on n'a plus jamais reparlé des fiches actions. J'avais une petite question sur le cofinancement des études flash. Donc ça, c'est des compétences qu'on n'aurait pas à la communauté de communes ou dans certaines communes, et donc on doit s'appuyer sur des cabinets extérieurs pour... je ne sais pas si vous pouvez m'en donner quelques détails là-dessus. On répondra après si vous voulez Ouais, bien, ouais. on prend toutes les questions. Et comme vous, la phrase m'a interpellé. Le Seigneur s'attachera à démultiplier les actions de pédagogie auprès de la diversité des acteurs, incluant les habitants. Mais ce soir, on en a un bel exemple, puisqu'il y a du monde dehors qui essaie de faire du bruit pour nous alerter sur quelque chose. Donc j'ai à peine eu le temps de discuter quelques secondes avec eux. Mais donc ils me parlent des R+3, R+4 sur les OAP. Et ils me disent qu'ils ont écrit à leur maire, M. Fichot, et qu'ils n'ont pas eu de réponse. Alors, c'est dommage, vous êtes vice-président de la commission Habitat et Cadre de Vie. Peut-être ça sera l'occasion de leur dire quelques mots. Voilà. Très bien, monsieur... Non, Laurence Guterres, pardon. C'est bon, vas-y. Ah non, c'était mieux avant. C'est bon? Oui. Voilà. C'est donc une délibération très importante au regard de l'urgence logement que nous connaissons tous sur notre territoire et que vivent nombre de nos administrés. Ce 5e PLH va permettre d'initier rapidement le programme d'action nécessaire afin de répondre à cet enjeu majeur du logement pour tous. Engager et réussir ce 5e PLH, c'est aussi pour nous, élus, de pouvoir nous investir dans la réalisation concrète et rapide des objectifs, particulièrement sur le foncier. Nous devons être déterminés à accompagner et accélérer les programmes, les innovations, les expérimentations dans un cadre de prix supportable pour chacun de nos citoyens. Il sera également indispensable d'impliquer tous les acteurs du logement. Ce 5e PLH rend donc possible notre capacité à améliorer durablement le cadre de vie. Merci. Eva Belin. Oui, tout d'abord, je voudrais commencer par remercier les services qui ont travaillé sur ce document parce que ça a été un vrai travail de fourmi et qu'on a multiplié les réunions en plus de celles sur le PLUI et en plus de tous nos autres travaux. Dire aussi que moi, je me réjouis de ce document parce que c'est un document intelligent et cohérent. C'est un document qui réussit à prendre en compte l'hétérogénéité de notre territoire et c'était pas évident. Les besoins sont pas les mêmes entre Tarnos, Biarrotte, Ondres, Saint-Laurent-de-Gosse et j'en passe. Et ce document répond pleinement à ces disparités territoriales contre lesquelles il ne faut pas lutter, il faut pouvoir s'y adapter. Néanmoins, ça ne vous étonnera pas, je remets quand même une crainte ce soir, c'est la crainte d'être certaine qu'on soit tous, qu'on rame tous dans le même sens, comme j'ai eu l'occasion de le dire en copile. On a un paquet de logements à livrer les uns et les autres et on sera ravis de pouvoir le faire. Néanmoins, il faudra que l'ensemble de nos partenaires soient au rendez-vous. Je veux parler au rendez-vous d'un point de vue réglementaire, qu'on arrête de nous ennuyer avec des règles qui évoluent, des espèces de batraciens à un endroit ou de plantes à d'autres qui n'ont jamais existé ou qui finalement existent partout et qui bloquent tout et qui nous empêchent de vivre. Et aussi, d'un point de vue financier, qu'on ait l'assurance que notamment l'État soit au rendez-vous, puisque je ne vous refais pas l'affront de vous redire que les dernières annonces, notamment sur l'aide aux maires bâtisseurs, sont loin d'être à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, de ce qui pourrait nous permettre de bloquer nos financements. Donc, par contre, si on a de bonnes nouvelles et qu'on rame tous dans le même sens, évidemment, on arrivera certainement à nos objectifs. Emmanuel Sobiette. Merci, Madame la Présidente. Ambitieux et solidaire, ce nouveau PLH. Moi, je ne peux que m'en féliciter également, parce que celui qui porte, ou celle qui porte une petite attention particulière à la jeunesse, ne peut que se réjouir de tout ce que vous allez faire, en l'occurrence pour eux, ces jeunes. Ça tombe bien, parce que il y a à peine
3 jours, 4 jours, a été publié sur le site de Maire Info le résultat d'une enquête sur les jeunes de 16 à 29 ans. Et on voit à quel point pour eux c'est une double peine que d'avoir un simple toit. Moins d'un jeune sur 2 accède au logement aujourd'hui. Plus d'un jeune sur 2 est victime d'une discrimination d'abord liée à l'âge. Et c'est une double peine parce que lorsqu'ils ont un toit, ce toit est parmi des plus insalubres, des moins bien isolés, des moins bien équipés. C'est encore des coûts supplémentaires pour eux et pour un grand nombre d'entre eux, avoir un toit coûte trop cher. Pourtant, ils sont nombreux, et bien évidemment, à vouloir s'émanciper, à vouloir quitter le logement parental, et c'est bien difficile. Alors, Madame la Présidente, ce PLH montre à quel point vous apportez cette attention particulière aux jeunes à travers évidemment, bien sûr, le Habitat Jeune Sud-Aquitaine, en espérant qu'un nouveau foyer pour les jeunes travailleurs soit rapidement créé, de nouvelles places. Je crois que c'est 50 qui seront créées rapidement. Et comme Didier Herbert, moi aussi je vieillis et je me félicite que cette même attention soit portée pour nos plus anciens, avec des logements, avec une offre de logement spécifique. Donc pour les jeunes, pour les moins jeunes, en espérant que chacun puisse vivre et demeurer sur notre territoire à toutes les étapes de sa vie. Merci. Très bien, donc on va maintenant peut-être répondre à certaines questions qui ont été posées au travers des différentes interventions. Peut-être déjà sur les études flash, Mélanie Ducès. Alors effectivement, les études flash, l'idée c'est qu'effectivement au niveau de la communauté de communes, on n'a pas l'ingénierie nécessaire pour les réaliser. Par contre, l'idée ce serait de s'appuyer sur des opérateurs externes, notamment l'ODAP, mais aussi les bailleurs sociaux qui peuvent nous accompagner et qui maîtrisent vraiment les mécanismes d'équilibre des opérations, d'équilibre financier des opérations. Donc c'est dans cette idée-là qu'on avait évoqué effectivement ces études flash. D'autant que dans le cadre aussi du partenariat avec le PFL des Landes, l'idée c'était qu'effectivement sur des secteurs de veille stratégique foncière, puisqu'il y a des conventions de veille stratégique foncière qui ont été signées sur la plupart des communes, notamment celle du secteur 1, qu'effectivement ces études flash puissent venir aussi alimenter, en tout cas éclairer la décision politique sur le choix d'acquérir du foncier. Oui, puis on s'est inspiré de choses qui existent. On a parlé de la CAPB tout à l'heure sur d'autres territoires et donc ces études de flash existent par ailleurs et ça peut être vraiment très aidant pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Il y avait également une question sur des courriers auxquels on n'aurait pas répondu, monsieur le maire de Saint-Martin-des-Seignances. Personnellement, ça m'étonne qu'on ne réponde pas aux courriers. Oui, ben non, évidemment. Bien sûr qu'on a à la fois répondu à 4 reprises, pour être très clair, à 4 courriers envoyés à l'association. Et surtout, on les a reçus 2 fois en mairie, évidemment. J'allais dire, ça me paraît le b.a.-ba de la fonction d'élu, et notamment depuis 5 ans sur ce plan local d'urbanisme intercommunal. Comme je vais parler tout à l'heure des chiffres, je ne vais pas les aborder maintenant, mais ce qui est le plus important surtout sur cette année 2025, c'est qu'il y a une enquête publique où les habitants, mais également les associations, ont pu être reçus par le commissaire enquêteur. Donc au-delà de la voix du maire ou des adjoints au maire, il y a surtout les commissaires enquêteurs qui ont pu également dialoguer avec ces acteurs-là. Parfait, donc pas de remarques supplémentaires, pas de questions. Donc je vais soumettre ce 5e PLH, du moins son arrêt, avant qu'il suive son cours, puisque ça a été très bien expliqué. Il n'est pas encore totalement définitif. Et y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Et bien voilà un 5e PLH arrêté à l'unanimité. Bravo à l'équipe de la communauté de communes. Bravo aux élus, parce que je pense qu'ils ont mouillé la chemise, ça a été évoqué, je le reprends. Chacun a su se mobiliser, mais le travail n'est pas terminé, vous l'avez compris. Il faudra relever les défis et donc il faudra être vraiment proactif, continuer le travail. Et on compte bien sûr, ça a été évoqué, sur les partenaires et les acteurs du logement pour nous aider à atteindre les objectifs. Donc rendez-vous 2026 lorsqu'il sera définitivement arrêté. Bravo à tous et merci à Mélanie qui peut, je pense,
À moins qu'elle veuille rester, Mélanie. Hein. Alors, par contre, on n'a pas totalement fini sur les questions de logement. Donc, Didier Herbert va garder le micro, puisque là, on est toujours sur du soutien à la production de logements locatifs sociaux. Et on va aller à l'opération L'Artigas de Domo France à Tarnos. Merci Madame la Présidente. Délibération, je dirais, classique en matière de soutien financier au logement. Là, il s'agit d'un lot à l'intérieur d'un lotissement, un macro-lot pour 4 logements sociaux qui avait été porté par un opérateur qui a fusionné avec un autre. Donc on avait déjà délibéré en 2022 et on doit redélibérer puisque l'opérateur a changé pour soutenir donc la production de 2 de ces 4 logements puisqu'ils sont en PLAI et que nous ne soutenons pas les logements en PLS. Donc il vous est demandé d'accorder, conformément au règlement d'intervention en vigueur, à la société Domo France une subvention de 4 000 € par logement locatif social financé en plus ou en PLAI, là c'est du PLAI, afin de soutenir l'opération réalisée en maîtrise d'ouvrage directe dénommée L'Artigas sur la commune de Tarnos. Vous avez le plan affiché, soit une subvention totale de 8 000 €. Très bien, donc c'est des délibérations qui sont fréquentes. Donc y a-t-il des questions, des précisions, des remarques? Non, je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On va changer de porteur de délibération et c'est maintenant Julien Fichot qui va attraper le micro puisqu'on est sur une série de délibérations relatives à la création de zones d'aménagement différées sur la commune de Tarnos et sur la commune de Biodos. Monsieur Julien Fichot. Oui, donc ce qu'on vous propose, c'est qu'il y ait une présentation globale réalisée par Mathieu Laralde. Et ensuite, sur les ZAD, tout à fait. Voilà, il y aura une présentation globale par Mathieu. Après, je reprendrai le micro pour détailler les 8 délibérations sur les 8 zones ZAD, en quelque sorte. Et on fera un vote à la suite, comme cela, pour gagner peut-être quelques précieuses minutes. Mathieu. Oui, bonsoir. Donc, Pardon Mathieu, excusez-moi, j'ai oublié de dire que Vanessa Moller vient de nous quitter parce qu'elle va travailler et qu'elle a donné pouvoir à Julien Fichot, donc ça doit être porté au compte rendu. Voilà, je vous promets, je ne vous coupe plus la parole, Mathieu. Allez-y. Bonsoir. Donc, zone d'aménagement différé, c'est un outil de préemption qui permet d'intervenir sur des secteurs de projet, ce qui permet d'intervenir dans les zones urbaines comme sur des zones naturelles ou agricoles, afin de porter des opérations publiques, et ce au bénéfice des communes concernées en l'occurrence, puisque les communes de Tarnos et de Biodos nous ont demandé de pouvoir créer ces périmètres d'intervention foncière. On a vu effectivement l'action PLH et que le volet foncier était essentiel pour ces réalisations. Là, nous avons des projets qui portent sur des périmètres à vocation résidentielle comme sur des projets à vocation environnementale, avec également des infrastructures de voies douces. Et donc, pour assurer leur réalisation, il est essentiel de pouvoir maîtriser publiquement ces opérations stratégiques. Merci Mathieu pour ces éclaircissements. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est de débuter par la délibération numéro 6 qui concerne la zone Biton. Cette zone Biton, pour du coup évoquer le périmètre de cette zone, ça concerne les parcelles AI 0185, AI 1600, AI 1599, AI 0180, AI 0182, AI 0181, AI 1196, AI 0173, AI 0175, AI 0179, AI 0178, AI 1194, AI 0985, AI 0984, 0986, AI 0177, AI 1781, AI 1780, AI 0958, AI 0983, AI 1193, AI 1199, 1195, 1198, 1197,
AI 1352, AI 0262, AI 0760, AI 0166, 0164, AI 1266, AI 0759, AI 0432, AI 0165, AI 0758, AI 1692, AI 1694, AI 1267, AI 0210, AI 0634, AI 1618 et AI 1619. Ça représente une surface totale d'environ 46 246 mètres carrés. Et donc, ce qu'on vous propose pour cette première délibération, c'est de créer une zone d'aménagement différé Biton sur les parcelles désignées que je viens de citer et suivant le périmètre annexé à la présente. On vous propose également de décider de désigner la commune de Tarnos comme titulaire du droit de préemption à l'intérieur du périmètre de la ZAD. Pour la 7e délibération, c'est la zone d'aménagement différé Chine sur la commune de Tarnos. J'enchaîne tout ou... On va peut-être faire voter une à une parce qu'on va s'y perdre. Donc sur cette zone d'aménagement différé Biton sur la commune de Tarnos, est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Je vois Monsieur Lataillade. Est-ce qu'il y aura d'autres demandes? Lataillade, Jean-Marc Lespade. C'est tout pour l'instant, très bien. Alors, Monsieur Lataillade. Oui, juste quelques mots sur la ZAD pour compléter le propos de Monsieur Laralde. Mais moi, la première fois que j'ai été une ZAD, c'était en 2012. Et des hectares avaient été préemptés par le conseil départemental de Loire-Atlantique. Et finalement, tout ce foncier a été repréempté derrière par des citoyens en désaccord avec les élus locaux. Et 15 ans après, les beaux projets des élus ont été abandonnés et mes copains zadistes occupent toujours ce foncier, dans la légalité désormais. Mais pourquoi je vous raconte ça? Juste pour vous dire que quand vous avez 3 ou 4 élus qui imposent leur choix à toute une population, sans réelle concertation, les citoyens peuvent réagir. Et on en a même certains là, qui réagissent dès ce soir. Mais dans un contexte de crise sans précédent du logement, on en a parlé. Dans un contexte de paupérisation généralisée, un contexte où toutes les associations d'aide aux précaires tirent la sonnette d'alarme chaque année et chaque année un peu plus. Mais on n'est pas à l'abri que des citoyens puissent réagir. D'accord, très bien. Monsieur Lespade. Merci Madame la Présidente. Dans le cadre de l'examen de la délibération sur le PLH, nous avons évoqué la crise du logement. Une crise profonde, puisque dans notre pays, c'est 2 800 000 demandes de logements locatifs sociaux en attente. 2 800 000. Alors que notre pays ne produit plus annuellement que la construction de 60 000 logements. Dans un passé très récent, nous produisions 200 000 logements par an environ. C'est vous dire le peu de logements qui sont construits. Dans notre département, il y a environ un petit peu plus de 13 000 demandes de logements locatifs sociaux qui ne sont pas satisfaits. Dans le Seignance, on ne l'a pas évoqué ce soir, je crois que c'est un petit peu plus de 2500 demandes qui ne sont pas satisfaites. C'est dire si cette crise est profonde et c'est dire si effectivement, ça a été indiqué tout à l'heure, la défaillance de l'État en matière de production de logements. Je rappelle que le droit au logement est inscrit dans notre Constitution et que manifestement, cela n'est pas appliqué, au détriment bien sûr des personnes qui en sont privées. Il est bien question bien sûr d'utilité publique. Il y a une urgence à trouver des solutions en matière de logement et je pense que les collectivités locales, le département qui aide aussi le logement social, je le rappelle, par le biais de garanties d'emprunt, par le biais d'aides directes, par le biais d'aides aussi auprès de l'établissement public foncier landais, que je connais bien puisque je le préside actuellement et il vient justement en aide sur la maîtrise publique du foncier au service bien sûr des communes et des intercommunalités. Il y a donc, vous le comprenez, tout le monde le comprend, une urgence, une nécessité publique.
Et pour conclure, je voudrais terminer par évoquer un élément important du cadre juridique dans lequel nous travaillons, qui chapeaute d'ailleurs notre Constitution. Je veux parler de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je voulais ce soir livrer à la réflexion de chacun l'article 17, qui me semble important. Et dans cet article 17, souvent, on ne retient que le début, mais pas la suite. Et donc, je vais vous lire la totalité de cet article qui me semble particulièrement significatif et révélateur. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. C'est souvent cela que l'on retient. Mais il y a une suite. Si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Je pense que dans le cadre des délibérations qui nous sont proposées dans le cadre de ces zones d'aménagement différé, nous sommes complètement dans l'esprit de cet article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Très bien, donc sur les zones d'activité, mais ça y est Isabelle, ça y est, on nous a perdu, les zones d'aménagement différé. Est-ce qu'il y a des questions encore, des remarques? Non, donc je vais soumettre aux voix. Y a-t-il des votes contre? Un contre, des abstentions? Donc adopté à la majorité. Sur toujours Tarnos et toujours une nouvelle zone d'aménagement différé, cette fois-ci celle sur le secteur Chine. Donc sur le secteur Chine, de la même manière que ce qu'on vient d'évoquer, le périmètre de la ZAD concerne cette fois-ci AI 0339, AI 1186, AI 1187, AI 1139, AI 0593, AI 0352, AI 1437, AI 1436, AI 1161, AI 1140, 1170, AI 1767, 1766, AI 0909, AI 1171 et AI 1628. Il nous est proposé de toujours décider de la création d'une zone d'aménagement différé Chine sur les parcelles désignées ci-avant et suivant le périmètre annexé à la présente. Et il est proposé donc de désigner la commune de Tarnos comme titulaire du droit de préemption à l'intérieur du périmètre de la ZAD. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des votes contre? Un contre, des abstentions? Adopté à la majorité. Toujours à Tarnos, c'est toujours une ZAD sur cette fois-ci le secteur de Garros Sud-Est. Voilà, sur le Garros Sud-Est, cela concerne les parcelles AC 467 et AC 841 pour une surface d'environ 7606 mètres carrés. Je m'aperçois que je n'ai pas cité tout à l'heure la surface. Je vais juste le préciser tout à l'heure. Pour Chine, c'était 32 813 mètres carrés. Excusez-moi. Il vous est proposé également de décider de la création d'une zone d'aménagement différé Garros Sud-Est sur les parcelles désignées ci-avant et suivant le périmètre annexé à la présente et de désigner toujours la commune de Tarnos comme titulaire du droit de préemption à l'intérieur du périmètre de la ZAD. Très bien. Y a-t-il des questions, des remarques, des votes contre, des abstentions? Contre, donc adopté là aussi à l'unanimité. Majorité. Je passe toujours, je reste à Tarnos et là je vais sur le secteur Moura. Donc la ZAD de Morat sur la commune de Tarnos pour les parcelles AK 0109, AT 0135, AT 0124, AT 0611 et on est sur une superficie de 13 191 mètres carrés. On propose donc cette création de la ZAD Morat sur les parcelles désignées ci-avant et suivant le périmètre annexé à la présente. Et on désigne la commune de Tarnos comme titulaire du droit de préemption à l'intérieur de ce périmètre. Y a-t-il des questions? Monsieur Lataillade. Pardon, on est sur Morat, hein? Oui. Oui. Donc sur la ZAD de Morat, je m'abstiendrai. Je pense que les élus de Tarnos nous cachent pas mal d'informations sur le projet autour de cette halte ferroviaire.
La ZAD qu'on nous présente ne touche aucune des propriétés que la ville de Tarnos a déjà préemptées ou est en train d'acquérir. Et autant sur les autres ZAD qu'on vote ce soir, on a du détail sur ce qu'on veut faire des espaces naturels sensibles, autant sur celle-là, on n'a rien. Comment on a décidé cette ZAD, c'est bien mystérieux. 10 000 m² en zone inondable, et on ne dit pas ce qu'on veut en faire. Alors bon, hier on me répond qu'on ne sait pas où sera exactement implantée la halte ferroviaire. Mais alors on fait une grande ZAD, on n'en fait pas une toute petite de 10 000 m² si on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin bon, pour moi, ce dossier pue l'opacité et je m'abstiendrai. Bon, on apprécie votre légèreté dans la prise de parole et toujours le côté très fin. Donc, bon, les élus tarnosiens, je pense, en toute conscience, ont travaillé sur ce périmètre d'une zone d'aménagement différé, dans lequel, effectivement, il y a ce projet de halte ferroviaire. Je regarde monsieur le maire, il pourra compléter mes propos s'il a un micro. Voilà, il va arriver, Marc Mabillet. Et donc, ce projet de halte ferroviaire, à ce jour, il n'est pas complètement défini. Et donc, il convenait, oui, d'avoir cette zone nous permettant à terme de pouvoir aménager et les infrastructures et les aménagements environnementaux nécessaires. Je te laisse compléter. Merci, Madame la Présidente. Donc, je tiens à le dire, il n'y a pas de complot. Donc tout à fait. Donc c'est une halte qui est stratégique pour notre territoire, pour Tarnos, mais pour le territoire. Et donc c'est vrai que nous devons travailler donc avec la SNCF. Donc ce n'est pas nous qui allons décider où nous allons mettre ces quais. Donc là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a voulu préserver cette zone. Et c'est vrai que donc il y a aussi une zone, qui a des risques potentiels d'inondation, une zone naturelle. Donc c'est pour ça que cette zone on veut la préserver. Et comme je l'ai dit hier au conseil municipal, parce qu'on a eu les mêmes questions, donc on pense qu'il vaut mieux que ce soit potentiellement une maîtrise publique pour assurer le mieux possible la préservation de cette zone et aussi préserver sûrement aussi la zone des inondations. Donc c'est pour ça que c'est une zone qui est très importante. Mais effectivement, il n'y a pas d'opacité. Malheureusement, nous essayons d'anticiper un petit peu ce qu'on doit préparer sur cette zone, mais ça se fera avec la SNCF, la région. Et donc pour l'instant, on est peut-être un peu en avance sur notre temps, mais elle est annoncée en 2032. Donc c'est à la fois loin et très rapide. Donc c'est pour ça qu'on essaye un petit peu de prendre de l'avance. Oui, puis comme nous l'indiquions hier, une ZAD sert bien sûr à construire pour certaines du logement, d'autres des infrastructures publiques, mais il faut aussi envisager les accès, il faut envisager les stationnements, il faut envisager aussi la qualité de vie, donc avec des espaces publics, respect environnementaux. Donc tout ça permet de délimiter une zone dans laquelle on pourra atteindre ces différents objectifs. Francis Dubert, une autre précision peut-être. Oui, merci. Non, c'est juste pour préciser que la ZAD, c'est justement un outil qui permet de faire de la réserve foncière sans avoir de projet au moment où cette ZAD est décidée. Donc, si on crée une ZAD sur cet endroit-là, c'est parce qu'il n'y a pas de projet défini aujourd'hui, mais que c'est de la réserve foncière. Et comme l'a dit monsieur le maire de Tarnos, c'est pour de la protection environnementale, pour faire en sorte que le jour où peut-être les propriétaires seraient vendeurs, parce que il faut attendre que le propriétaire soit vendeur pour posséder ces biens-là, eh bien, on se porterait acquéreur pour préserver ces zones naturelles très importantes au point de vue des inondations dans le secteur. Merci pour toutes ces précisions. Donc je soumets aux voix qui est contre, un contre qui s'abstient, une abstention et donc adopté à la majorité. La numéro 10, donc c'est toujours une ZAD et toujours à Tarnos sur la vallée, cette fois de l'Aïgas. Voilà, vallée de l'Aïgas, pour ce périmètre, on est sur l'AK 0120, l'AK 0598, l'AK 0465, l'AK 0114, AK 0597, AK 0119, 0109, 0110, AK 1341, AK 0968, AK 0105, AK 0085, AK 0582, AK 0106, AK 1420, AK 0107,
Et là, on est sur une superficie totale de 92 584 mètres carrés. Il vous est proposé de décider la création de cette zone d'aménagement différé vallée de l'Aïgas sur les parcelles désignées ci-avant et suivant le périmètre annexé et de désigner la commune comme titulaire du droit de préemption à l'intérieur de cette ZAD. Y a-t-il des questions, des remarques, des votes contre, des abstentions? Adopté à la majorité. La 11, donc toujours à Tarnos, et cette fois-ci nous sommes sur le chemin Tuc de Jobel. Donc Tuc de Jobel, de la même manière, donc les parcelles AB0321, AB0317, AB1025, AB1046, AB0337, AB0271, AB0919, 0718, 1026, AB0319, AB0515, AB0318, 0273, 0272, AB0897, AB